de juste peut-être être un peu plus en mode écoute. On va commencer l'activité de ce midi, la conférence sur le milieu municipal, le rôle du milieu municipal dans la transition énergétique. Alors, je me présente, Simon Deschênes, maire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie, vice-président de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Donc, je pense que nous n'avons plus à nous définir comme un joueur de l'industrie. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est acquis pour nous, mais qui voulons impérativement marcher main dans la main avec vous en tant que partenaire. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter et remercier Gabriel Durani, le PDG de l'ACPER, ainsi que les permanences de l'ACPER et le conseil d'administration pour le franc succès de l'événement. Je vous demanderai une petite main d'applaudissement pour l'équipe de l'ACPER. Alors, messieurs, dames, afin de bien s'introduire dans le vif du sujet de notre conférence de ce midi, voici quelques faits saillants mettant la table sur le rôle des municipalités dans la transition énergétique. Ce fut un temps que le rôle des municipalités se limitait à faire de l'aqueduc, des égouts, du pavage, mais au fil du temps, de nombreuses responsabilités se sont orientées vers le milieu municipal venant des ministères et du gouvernement du Québec. C'est donc en juin 2017 qu'il y a eu un projet de loi adopté à l'Assemblée nationale du Québec avec la reconnaissance du milieu municipal comme gouvernement de proximité et à augmenter à ce titre leur pleine autonomie et leur pouvoir. J'ai fait une petite recherche ce matin, avant de me présenter à la tribune. Dans le préambule du projet de loi, je vais vous lire un article qui est inscrit à l'intérieur. Les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement durable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation au changement climatique. Donc, nous sommes tous d'accord que le milieu municipal joue un rôle très important dans la transition énergétique actuelle. C'est pourquoi nous voulons y contribuer davantage. Comment pouvons-nous conclure et mettre en œuvre des partenariats gagnant-gagnant, initier de nouveaux projets? Y a-t-il des pièges à éviter, des bonnes pratiques à partager? Y a-t-il des enjeux particuliers selon le type d'énergie renouvelable? Quelles sont les différences entre un projet en zone rurale et ou en zone urbaine? C'est le thème de la conférence de ce midi, où il va y avoir une discussion entre M. Jacques Demers, président de la FQM, préfet de Memphremagog et maire de Sainte-Catherine-de-Hâtelé, M. Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé, et ainsi que M. Gabriel Durani, PDG de l'ACPER. À vous, messieurs. Merci tout le monde. Ils ont décidé de le mettre au centre. Comme quoi, il faut vraiment prendre toutes les petites décisions, sinon tu te fais organiser. Hein? Mais blague à part, vraiment, Simon, merci pour l'introduction. Je sais que tu es maire, Simon, que tu es très charismatique puis que tu sais faire ces choses-là, mais vraiment, les mots que tu as choisis étaient justes et résonnent beaucoup au sein, comme tu le sais, du membership de l'ACPER. C'est des paroles pour lesquelles on s'est longtemps battu, moi personnellement. Puis je pense que de voir aujourd'hui, juste qu'on vit aujourd'hui, d'avoir les présidents de l'UMQ puis de la FQM sur le même stage pour parler des mêmes enjeux, c'est vraiment un grand moment, je pense, qu'on vit à l'ACPER. Donc merci Simon. Puis je vais t'applaudir. Merci Simon. Nous, à l'ACPER, on a toujours su que les Gaspésiens allaient nous mener quelque part. Bon, blague à part, permettez-moi de vous présenter, encore un Gaspésien, d'accord? Allons-y dans l'ordre. Donc, bonjour Daniel. Daniel Côté occupe la présidence de l'Union des municipalités du Québec depuis 2021. Il siège sur plusieurs comités consultatifs de l'UMQ. Il est également
Ça fait beaucoup de jobs pareil. Hein? Maire de Gaspé, préfet de la Côte de Gaspé et administrateur de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Il est actif dans le milieu municipal depuis 2009. Donc, bonjour et bienvenue. Jacques Demers est élu pour un premier mandat à titre de président de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, en février 2018. M. Demers a été réélu pour un deuxième mandat en janvier 2022, donc ça ne fait pas si longtemps. Et M. Demers s'est engagé en politique municipale en 2000 en étant élu conseiller de Sainte-Catherine-de-Hatley. En 2005, il devient maire de la municipalité, puis préfet de la MRC de Memphrey-Magog en 2012, fonction qu'il occupe depuis de façon ininterrompue. Donc, bonjour, bienvenue, M. Demers. Bon, je suis revenu au milieu, ça n'a pas de sens. Comment je vais faire? OK. Alors, première question, je pense, je vais la poser à tour de rôle, puis on va y aller littéralement en ordre alphabétique pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc, C, D. Mais ça va être la même question, puis je pense que c'est pour vous une occasion d'élaborer sur un sujet qui est vaste, puis d'énoncer vos remarques introductives sur le sujet du panel. Donc, Daniel, laisse-moi te poser la question. En quoi les municipalités jouent un rôle aujourd'hui dans le développement des projets d'énergie renouvelable? Quels sont les avantages pour les producteurs privés d'énergie renouvelable de travailler leurs projets avec le milieu municipal? Toute une question, Gabriel. Bien, merci de nous la poser. Je suis content d'être avec vous autres aujourd'hui. D'abord, en fait, comme maire de Gaspé, depuis 2013, on baigne aux énergies renouvelables chez nous. En fait, on est l'un des berceaux de l'énergie éolienne au Québec. On carbure au niveau manufacturier, au niveau de la recherche et du développement et évidemment à la production également d'énergie renouvelable. Donc, je me sens en famille quand je viens à Lac-Père. Donc, merci encore une fois de nous recevoir. Pourquoi maintenant les municipalités sont devenues des incontournables au niveau de l'implantation, par exemple, de parcs éoliens, d'usines de biométhanisation, même éventuellement sûrement de parcs solaires? Bien, d'une part, on a une connaissance fine du territoire au niveau municipal. Donc, on est un gage en termes d'aménagement du territoire, on va vouloir positionner les projets aux meilleurs endroits pour assurer l'acceptabilité sociale des projets. Autre élément où c'est intéressant, c'est on peut devenir aussi un partenaire financier des projets d'énergie renouvelable. De sorte que, quand on devient partenaire financier, on entre un peu dans l'actionnariat des parcs ou des projets et on reçoit des dividendes qui sont investis comment? Bien, pas dans les poches des élus, bien sûr. C'est investi dans la communauté en service à la population. C'est investi dans des projets d'infrastructure communautaire. C'est investi dans des parcs, dans des aires de jeu pour les enfants. C'est investi parfois en déneigement, en nouvelles routes et j'en passe. Donc, c'est investi directement en service public. Et on vient sortir un peu du paradigme où les municipalités sont très dépendantes de la taxe foncière. Donc, vous voyez, diversification de revenus, services supplémentaires à la population grâce aux revenus qui sont générés. Et ça aussi, c'est un gage d'acceptabilité sociale supplémentaire. J'ajouterai les questions où on peut être actif en sobriété énergétique également, donc de dégager des marges pour Hydro-Québec lorsque nos bâtiments municipaux, et on en a un méchant paquet, lorsque nos bâtiments sont plus sobres énergétiquement, on dégage de l'électricité pour Hydro-Québec. Et voilà. Fait que de fil en aiguille, je vous dirais, si je vais résumer ma pensée, d'une part, Hydro-Québec a besoin d'électricité. D'autre part, les municipalités ont besoin d'argent tout le temps. Et finalement, les producteurs ont besoin d'une plus grande acceptabilité sociale. Donc, on fait d'une pierre trois coups quand on associe développement énergétique et municipalité. Bon, une réponse extrêmement complète. Merci, Daniel. Je ne suis pas sûr que je vais te pouvoir... Regarde, je pense qu'on a tout dit. Non, blague à part. Non, mais merci, c'est extrêmement informatif. Je pense que tu as brossé beaucoup d'angles sur lesquels on va pouvoir rebondir dans la conversation. Monsieur Demers, donc, à votre tour, je me tourne puisque vous m'avez mis au milieu. Donc, Monsieur Demers, je vous repose en fait la même question parce que je pense que c'est important. D'un point de vue de la FQM, vous avez développé aussi une pensée tout aussi complexe, je crois, avec le temps, tout aussi nuancée autour de cette question. Donc, je vous pose la question, en quoi les municipalités jouent un rôle aujourd'hui dans le développement de projets d'énergie renouvelable? Quels sont les avantages pour les producteurs privés d'énergie renouvelable de travailler leurs projets avec le milieu municipal? Je vais commencer par répéter ce que Daniel a dit, ça fait que laisse-moi le temps. Mais
Outre ça, évidemment, on n'est pas là en compétition. Moi, je trouve ça drôle tout le temps quand on voit l'UMQ, on voit la FQM. Certains se demandent toujours pourquoi deux organisations. C'est qu'on ne présente pas nécessairement les mêmes personnes. On est là pour des choses différentes. La FQM, ça vient d'abord l'UMRCQ, qui était l'union des MRC, c'est les municipalités régionales de comté. Ils sont restés là. Une organisation plus de 100 ans, la nôtre, elle a un peu plus de 75 ans. C'est ce qui se retrouve sur le territoire. On a des façons différentes de faire. Pourquoi la Fédération québécoise est là? Pour plein de raisons, demandes politiques, des besoins pour nos régions. On se démarque énormément de ce côté-là. On a des virages importants qu'on a faits dans les dernières années. Depuis 5 ans, quand je suis arrivé au niveau de la présidence de la Fédération, on avait 28-30 employés. Aujourd'hui, on a 250 employés à la Fédération. On a passé complètement à autre chose. Oui, on fait des demandes politiques, mais on fait surtout des demandes avec des actions puis des choses qu'on pense concrètes qu'on peut faire. On a un groupe en ingénierie. On a une compagnie d'assurance qui maintenant nous appartient, qui assure plus de 80 des municipalités. On est là au niveau des avocats. On a un groupe d'avocats, on a des évaluateurs fonciers, on a des groupes dans plein de domaines pour créer de la compétition dans certains domaines, mais surtout pour amener de l'expertise. Notre rôle qu'on veut avoir à la FQM, c'est de l'expertise. Ce qui vient de se faire au niveau d'Internet haute vitesse partout au Québec, pourquoi que c'est avec la FQM que le gouvernement a choisi de travailler ce dossier-là? Parce qu'on dit, nous autres, on va engager des ingénieurs, ils vont être sur le terrain, ils vont pouvoir accompagner les MRC, les municipalités pour mettre des choses concrètes. C'est pas qu'on est bon dans tout, mais on est capable d'aller chercher des professionnels qui sont eux. On va engager les personnes que ça prend. Au niveau de l'éolien, c'est la même chose. Il y a des régions qui ont bien développé, du côté de l'Est en particulier, oui, il s'est fait des choses. Mais on sait avec ce qui s'en vient, puis avec l'annonce du ministre, avec le volume qu'il veut se rendre, si vraiment c'est là qu'on veut avancer, bien, ça va prendre le monde municipal. C'est pas qu'on se met tout à connaître l'éolien du jour au lendemain, là. On a des spécialistes, il y a des entreprises qui connaissent ça, qui sont dans leur domaine. Notre domaine, c'est le terrain. Le premier rôle des MRC, c'est l'aménagement de son territoire. C'est là qu'on peut aider. Les citoyens, si on est capable de leur faire comprendre à quel point c'est important pour eux, l'impact, puis comment que l'éolien peut les aider, oui, d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue économique. Moi, je pourrais vous parler d'un autre dossier complètement, là, mais je vais essayer de ne pas trop allonger, mais chez nous, un gros dossier qu'il y a eu, si le monde s'en souvient, c'était le Mont Offord. Une montagne que le monde sont déchirés là-dessus, où il y a des ministres qui ont perdu leur job de ministre. Bien, je préside depuis 2011 cette entreprise-là. On a 450 employés. Ça tourne, on n'a plus que doublé le chiffre d'affaires. C'est ça que je me considère aussi un gars d'affaires. J'ai toujours eu d'autres entreprises à côté. On est capable de mixer les deux. Pourquoi que le Mont Offord marche aujourd'hui? C'est qu'on a enlevé le T au mont. Le Mont Offord, là, c'est M-O-N, c'est Mont Offord. Ça appartient aux gens de la région, se l'ont approprié. Maintenant, on est capable de passer à d'autres niveaux. Si on peut faire la même chose dans l'éolien, je pense que tout le monde va être gagnant. Merci. Merci beaucoup. Des réponses complémentaires très intéressantes. Puis là, on va passer donc aux prochaines questions. Puis, je pense que ça va être une occasion de voir qui veut répondre en premier. Je ne vais pas essayer de vous dire qui répond. Puis, si vous ne répondez pas, bien, là, je vais commencer à dire OK, c'est toi qui réponds. Donc, mais de façon générale, quand vous abordez ces sujets-là, puis je crois qu'on est tous dans la salle assez connaissants là, de toutes les particularités de nos territoires. Puis les municipalités ont donc toutes leurs opportunités, ils ont toutes leurs faiblesses qui est liée au terroir énergétique qui sont autour d'elles, mais de façon encore plus générale, pour vous, là, qui est encore plus en altitude de cette discussion-là, c'est quoi les grands freins et les opportunités pour le monde municipal afin de mettre en place des projets d'énergie renouvelable sur leur territoire? En fait, en termes de freins, on a besoin de clarification législative bien souvent. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a une loi qui dit que les municipalités sont des gouvernements de proximité,
Par contre, c'est très paramétré, c'est quoi un gouvernement de proximité. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on le veut quand on le veut. Je parlais tout à l'heure au niveau financier, on est excessivement rattaché à la taxation foncière qui n'évolue pas aussi vite que le reste de l'économie. Donc, ça nous met souvent en précarité financière. Donc, on évolue dans un cadre légal qui est aussi restrictif. Par exemple, sur la production d'énergie, qui est le sujet du jour, sur la production d'énergie, c'est clair qu'on a acquis la compétence pour produire de l'énergie. C'est parti d'initiatives en région, puis même dans la nôtre en particulier, où les municipalités avaient une volonté d'investir dans des parcs éoliens pour en créer des parcs éoliens communautaires. Mais il a fallu défoncer des portes législatives. Mais les portes législatives qu'on a défoncées sur l'éolien, il faut à cette heure les défoncer sur le solaire, sur la biométhanisation, sur la géothermie, sur toutes les autres sources de production énergétique. Donc, il y a des écueils législatifs à combler. Je dirais, commençons par celui-là, puis ensuite, les autres viendront. En termes d'opportunités, c'est le deuxième volet de ta question, Gabriel. En termes d'opportunités, c'est majeur. On est en besoin énergétique. En fait, il y a quelques années passées, on était soi-disant en surplus énergétique. Moi, je me levais le matin, je disais, « Hey, aujourd'hui, j'ai un surplus d'énergie, je vais en faire plus dans ma journée. » Donc, mais le surplus énergétique des producteurs d'énergie, ce n'était pas la même définition que mon énergie à moi. Mais je disais, c'est pas un problème d'avoir trop d'énergie. On va juste développer davantage, on va juste propulser notre Québec un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus fort. Mais on nous disait, non, c'est un problème d'avoir trop d'énergie. Je me grattais la tête, puis je retournais chez nous en me disant, non, ça se peut pas. On s'est encore fait dire qu'on avait trop d'énergie, on ne peut plus en produire de nouvelles sources, on ne peut plus investir en parcs éoliens communautaires, entre autres. Là, ça n'allait pas bien. Sauf que, dans quelques années seulement, on est tombé de soi-disant surplus, je les ai toujours questionnés, mais je ne suis pas un pro, soi-disant surplus à déficit énergétique. Puis là, tout le monde court, c'est la course à l'énergie, c'est la course au mégawatt. Bien, nous autres, le milieu municipal, on répond présent. Vous en voulez de l'énergie? On est là. On va s'affilier avec des producteurs, avec des spécialistes. On va vous garantir l'acceptabilité sociale sur le terrain. On va aller chercher des revenus rattachés à ça pour que notre monde embarque, notre monde soit content, que notre monde voit la retombée réelle sur le terrain. Hydro va avoir de l'électricité, tout le monde va être content. Fait que je reviens à la même conclusion que la première question. Il y a des opportunités énormes, puis on fait d'une pierre trois coups avec ça. Non, c'est bon, c'est un bon wrap-up. Puis dis-toi que même nous qui sommes des pros, on a posé beaucoup de questions sans réponse sur les surplus. Ah oui, pas eu de réponse. Pendant 10 ans. À votre tour, je peux répéter la question, M. Demers, parce qu'on cherche à comprendre les fraises opportunités que vous percevez, mais au niveau du monde municipal, pour mettre en place les projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Évidemment, on va toujours parler d'acceptabilité sociale. Tout le monde utilise ce mot-là. Vous allez l'entendre, puis vous l'entendez toujours. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vous l'ont défini, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de nous dire c'est quoi l'acceptabilité sociale. Il n'y a personne qui me dit c'était d'être unanime, là. On parle d'acceptabilité sociale. Or donc, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'on a besoin de parler avec les gens, de parler avec les gens du territoire. On a besoin de leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait, qu'est-ce qui va se passer. Oui, ça, c'est des cheminements vers l'acceptabilité sociale. Mais sinon, si à chaque fois qu'il y a 2, 3, 10 personnes qui se lèvent et qui ne sont pas d'accord, puis que j'entends quelqu'un dire hey, « on n'a pas l'acceptabilité sociale », ça fait peut-être une belle manchette dans les journaux, mais pour moi, ce n'est pas ça que ça veut dire. Au dernier congrès de la FQM, devant le premier ministre, je l'ai posé cette question-là. Je dis, dans la prochaine année, j'aimerais vraiment que vous me donniez l'explication de ce que c'est l'acceptabilité sociale, puis de quelle façon. Mais je pense que là, on est dans un domaine qui n'a plus de besoin que tout le reste. Est-ce qu'on va tous se faire bloquer à cause qu'on ne peut pas avancer? Sur quelle base? Puis oui, on va avoir de l'ouvrage à faire, puis je suis content de voir qu'il y a des régions puis il y a des coins que ça a l'air de bien aller, mais ce ne sera pas ça partout, là. On a des débats locaux qui doivent avoir lieu. Puis si on va aider les entreprises, si on veut cheminer là-dessus, bien, il va falloir se tenir debout aussi. Il va falloir l'expliquer, puis rapidement. Si les entreprises me demandent est-ce que ça va être plus vite avec le monde municipal, moi, je suis obligé de vous dire que non. C'est pas vrai qu'on va aller plus vite, puis vous le savez très bien. Je n'ai pas besoin de vous le dire, ce bout-là. Mais je pense, par exemple, que ça va être plus fort, puis on va peut-être aller plus loin, puis on va être là plus longtemps. Ça, j'y crois sincèrement, parce que si les gens, localement, y adhèrent, on va réussir. C'est là, je pense, moi, les difficultés, puis les opportunités qu'on peut y retrouver. Non, c'est parfait. Ça complète bien la question, hein, parce que d'un côté, on a vécu ce manque d'arrivage législatif, exemple, quand il fallait monter les premiers règlements d'emprunt. Là, si tu te rappelles, Daniel, au Mamro, ça ne passait pas, ça.
Quand vous allez faire un égout, non, c'est un parc éolien. Ah! En tout cas. Puis là, ça avait soulevé toutes sortes de problèmes là, pour ceux qui s'en rappellent dans la salle. Puis aussi, les enjeux d'acceptabilité sociale, vous savez, dans toutes les filières énergétiques, que ce soit en GNR, présentement, on a des membres qui travaillent extrêmement fort pour expliquer ces modèles-là dans les différentes municipalités. Puis les municipalités font part à nos membres aussi de leurs besoins de l'expliquer mieux aux citoyens. Je pense que vous touchez quelque chose qui est présent sur toutes les filières. On peut, en biomasse forestière résiduelle, j'avais une discussion tantôt encore là, sur comment on fait pour l'expliquer. Donc, on est vraiment là-dedans, dans un rôle de pédagogie. Donc, j'apprécie beaucoup le commentaire qui est extrêmement juste. Je vais passer à la prochaine question. Encore une fois, le premier qui veut répondre, répond. Là, on voit que Daniel, en ce moment, il est 2-0, mais on va voir si on est capable de... Alors, selon... L'arbitre a du parti pris. Il a donné le premier but en partant, mais en tout cas... J'essaie de pas... Non, mais c'est ça. Il s'est installé dans le milieu, il faut bien le chauffer un peu. C'est pas moi qui vais installé au milieu, justement. Je n'avais pas été consulté, moi. Alors, selon ce que vous avez vu ou vécu, et ça, c'est vrai que... Donc, selon ce que vous avez vu ou vécu, messieurs, puis vous en avez vu pas mal, vous en avez vécu pas mal, je veux dire, vous avez, juste au niveau de vos parcours, on sent une lourde expérience, une grande expérience. Donc, selon ce que vous avez vu ou vécu, quel rôle les communautés d'accueil peuvent jouer dans l'intégration des projets sur le territoire, la cohabitation, l'acceptabilité sociale? Je sais que ça peut être redondant, mais on peut peut-être pousser un peu puis se rappeler qu'on a des gens dans la salle qui traitent de petits hydro, de biomasse forestière résiduelle, de GNR, de solaire, qui vont avoir tous des enjeux particuliers. Je ne sais pas qui veut adresser cette question-là du rôle des communautés d'accueil qui est à jouer là, dans l'intégration de ces projets-là. Je peux bien commencer pour au moins faire un point, si ça donne des points de commencer. Mais mon but là-dedans, de toute façon, oui, ça vient redondant. Puis je pense qu'il y a des gens dans la salle qui pourraient y répondre à cette question-là bien mieux que je peux le faire. Ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont eu sur le plancher. Mais au niveau de la fédération, puis pourquoi je suis ici, c'est pour amener cette expertise-là, puis être capable de l'amener ailleurs. Puisqu'on explique ce qui s'est passé dans ceux qui sont en place, c'est une chose. Mais on ne sait pas comment ça va se produire dans les prochaines. C'est là qui est important, oui, d'aller chercher l'expertise du passé, mais d'arriver bien équipé pour bien expliquer aux prochaines. Parce que là, on veut en faire d'autres. On veut que ça se développe, on veut que ça avance. Ça fait qu'il ne faudra pas juste regarder ce qui s'est fait, mais regarder beaucoup ce qu'on veut faire et de quelle façon on adhère de ce côté-là. OK. Très bon. En fait, à la question, Gabriel, de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, en fait, ou comment on doit s'y prendre pour un producteur d'énergie pour travailler avec le milieu municipal ou pour implanter des projets de nos jours. En fait, l'acceptabilité sociale, malgré le flou du concept, on sait globalement ce que ça veut dire. Ce n'est pas l'unanimité, comme disait Jacques tantôt. L'unanimité sociale, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Il y a toujours quelqu'un à quelque part qui ne sera pas content, qui ne sera pas d'accord. L'acceptabilité, c'est une acceptation d'ensemble. C'était un de mes thèmes des études de maîtrise, là, mais je vous épargne les détails. On ne fera pas le cours au complet. On aurait pour la journée. C'est un concept qui est en constante évolution. Mais bon, l'acceptabilité, c'est que globalement, le monde est content, puis globalement, le monde est satisfait de ça. Bon. Comment on y arrive? Si on veut impliquer le milieu municipal, prenons-nous de bonne heure. Là, commençons en amont. Il ne faut pas que vous nous arriviez avec un projet en nous disant « Bien, mon projet il est fait, je veux l'installer là, puis je viens de voir pour te dire que je le fais là. » Ça, ce n'est pas une façon de nous impliquer. Nous, on va être des joueurs de premier plan, on va être des joueurs en amont. Donc, vous nous impliquez dès que vous avez une idée de projet. Vous allez dans la municipalité locale, sinon dans la MRC concernée. Vous voyez les partenaires du milieu, du genre nos régies d'énergie au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, du genre les alliances de l'Est, du genre la Société d'économie mixte là, sur la rive sud de Montréal, ou peu importe. Vous allez voir les gens du terrain, puis vous arrivez avec votre projet. Bon, on veut bâtir un partenariat. Un partenariat, ça ne s'impose pas, ça se travaille, ça se discute, ça évolue. Donc ça, ce serait le premier conseil que j'aurais à donner si on veut assurer une intégration du milieu municipal dans les projets et, ultimement, l'acceptabilité sociale de ces projets-là. On peut aussi utiliser la fédération ou l'union. On a tous les deux mis en place des comités techniques, des comités aviseurs sur la question des énergies renouvelables. À l'Union, c'est Simon Deschênes que vous avez vu tantôt sur scène. Je suis content qu'on l'ait nommé comme président de ce comité-là. Simon, une belle expertise. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée aussi si vous voulez travailler dans l'ensemble du Québec via l'Union. Il y a toutes sortes de façons d'arriver pour rejoindre le milieu municipal, mais en amont. Le mot-clé, c'est en amont. Le plus en amont que possible, c'est la meilleure façon de nous arrimer ensemble.
Est-ce que vous voulez faire un complémentaire? Non, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a vécu dans certaines filières des moments où, justement, les municipalités ont intégré la réponse. Ça, je peux penser dans des... moi, ce que j'ai vécu personnellement, c'est des RCI éoliens, des règlements de contrôle intérimaire qui ont été développés là, par les unions, les FQM, pour dire, OK, mais voici un modèle sur lequel vous devriez, à tout le moins, vous baser. Est-ce que vous voyez faire ce genre de geste, disons, en ce moment, il y a beaucoup de demandes qu'on entend du milieu pour la biométhanisation agricole, exemple, ou la biométhanisation tout court, d'être capable d'aider les municipalités à mieux encadrer la pratique. Je suis désolé de sortir du texte juste pour aller un peu plus loin dans le sujet de l'intégration au territoire. C'est-tu des choses sur lesquelles vous travaillez présentement? Les RCI, c'est de quoi qu'on connaît bien, qu'on a à le travailler. Toutes les MRC qui ont eu à travailler ça, souvent dans le schéma d'aménagement, t'en en mettre aussi pour rapidement, quand tu travailles un schéma puis tu veux rapidement mettre des choses en place pour être certain qu'ils sont applicables sur l'ensemble des municipalités touchées. Oui, c'est une façon intéressante. Encore là, c'est loin d'être une façon permanente. C'est bon pour un court laps de temps, mais je pense que je suis totalement en accord avec Daniel tantôt, pourvu que ces choses-là sont travaillées en amont. Là, il y a une prévisibilité et c'est important de ce côté-là, voir les volumes qui s'en viennent. Comment se fait qu'on n'est pas capable, ou on devrait du moins, travailler avec les gens du terrain pour être prêt. On s'en va vers ça, il va en avoir d'autres, il va s'en développer. Il faut prévoir ces choses-là, puis ça, je pense que c'est la seule façon réellement d'avancer, puisque aussitôt que les gens ont l'impression que la pression vient de l'extérieur, c'est une des bonnes raisons de tout bloquer. En fait, pour revenir un peu à... Le centre de ta question était sur les modèles, en fait, sur du développement de modèles, que ça peut être au niveau réglementaire ou ça peut être des sources d'inspiration. On a plein de modèles dans toutes sortes d'énergie au Québec. Les municipalités, on a été au front depuis des années là-dedans. Je parle beaucoup d'éolien parce que c'est mon petit dada, là. Gaspé carbure aux énergies éoliennes depuis un bout. On est dans la filière manufacturière avec près de 1000 emplois sur le territoire dans une ville de 15 000 habitants. Je veux dire, l'expérience qu'on vit quotidiennement, moi, c'est mon quotidien. J'ai encore vu hier, j'étais à l'usine de LM Wind Power. J'ai été voir, là, encore une fois, la plus grosse pale d'éoliennes au monde qui est fabriquée. Ben oui, au Québec, ben oui, à Gaspé. On est fiers de ça. On a l'expérience terrain au niveau manufacturier. Avec Nergica, le Centre de recherche et développement, en fait, j'ai vu Frédéric tantôt. Tu sais, on a cette expertise-là, fait qu'on baigne là-dedans. Mais ça, c'est l'éolien, j'en ai assez parlé. On a d'autres modèles en dehors de l'éolien. Il y a le modèle en biométhanisation. Saint-Hyacinthe était un précurseur. Si vous voulez rejoindre la mairie de Saint-Hyacinthe, il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir c'est quoi le modèle qu'ils ont développé là-bas, on peut vous mettre en contact avec la mairie. La CEMEX sur la Rive-Sud de Montréal, j'en parlais un petit peu tantôt, aussi en termes de biométhanisation, de récupération des biogaz pour en faire de l'énergie, pour en faire du carburant. Why not? On a un modèle qui existe là également. On a des modèles de centrales thermiques. Au lac Saint-Jean, si je ne m'abuse, Saint-Félicien, si je ne me trompe pas. Je m'excuse si je me trompe de municipalité, mais il me semble bien que c'est Saint-Félicien, selon ma mémoire terrain. J'ai visité à peu près tous ces centres-là. C'est un autre modèle. Mais comment ils ont réussi à le faire? Comment ils ont réussi à s'implanter? Comment ils ont réussi à travailler avec le privé? Comment ils ont réussi, dans certains cas, à alimenter Hydro-Québec? Les modèles, ils existent. Il suffit juste des fois de sortir un peu, de prendre un petit peu de hauteur, de faire affaire avec les partenaires que nous sommes, puis on peut vous aider à vous guider là-dedans, vous inspirer des meilleures pratiques, des meilleurs modèles, puis c'est comme ça qu'on va réussir à fournir davantage d'électricité, d'énergie propre au Québec, tout en s'assurant que les municipalités sont partie prenante. Ouais, c'est vraiment intéressant, la discussion de modèle. L'an passé, au colloque, d'ailleurs, on avait abordé ces sujets-là carrément. Quels sont les modèles? C'est quoi une société économique? C'est quoi une régie municipale? Qu'est-ce que ça mange en hiver? D'ailleurs, les gens de l'Alliance nous avaient beaucoup aidés là, dans un atelier qu'ils avaient monté eux-mêmes, même pour essayer de bien expliquer. Puis c'est toujours intéressant d'en parler avec vous pour comprendre comment intégrer nos producteurs privés à vos démarches d'énergie renouvelable. Puis ce qui m'amène un peu à ma prochaine question, en fait, là, c'est un segue. Mais de votre expérience, de quelle façon les producteurs indépendants pourraient aider les municipalités à s'adapter à la lutte au changement climatique en appuyant votre transition énergétique? Bien, moi, je trouve qu'on nous pose beaucoup de questions, puis je pense que c'est peut-être eux qui ont le plus de réponses, là. On peut essayer d'inventer ou de créer des réponses. Je pense que si on dit qu'on est capable d'avoir la relation avec le milieu, avec le management du territoire, bien, il va falloir en avoir aussi avec les producteurs.
au même titre. Là. C'est eux qui ont les connaissances. On est prêt à investir avec eux, là, mais on ne prend pas leur place. Là. C'est vraiment, c'est qu'on veut que ça soit ancré, que ça soit dans le milieu. Mais moi, quand on me demande qu'est-ce qu'on doit faire, bien, je pense que la première chose, je pourrais avoir des petites idées mais qui sont bien les miennes. Je pense que c'est eux qu'il faut écouter là-dessus puis voir avec eux qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, comment on doit avancer. Puis je pense que tout le monde en est très conscient quand on parle, oui, de ce temps-là, de l'environnement, de la biodiversité, de tout. Quand le gouvernement nous a annoncé que top 15, 30 du territoire, il faut s'entendre que 30 du territoire, c'est beaucoup de territoire, ça. Là. C'est assez incroyable ce qu'on vise de faire. Évidemment, on lit, on regarde les journaux, on écoute nos ministres. Quand le ministre des Affaires municipales nous dit que les municipalités montent trop le taux de taxation, là, ben, pas le choix de me fâcher. Moi, là, je fais comme, voyons, ça n'a aucun bon sens. Là. La ministre qui veut venir gérer chez nous, les taux de taxation, ça n'a pas de bon sens si ça veut le faire, qu'elle arrive avec une manette d'argent. Mais ces choses-là, c'est pour ça que je dis chacun a sa place, mais il faut trouver la façon. Évidemment, on va avoir des revenus. Évidemment, on veut s'éloigner du foncier. Il y a des éléments, mais je ne veux pas prendre la place des entreprises pour voir ce qu'eux vont être capables, puis c'est eux qui ont une connaissance ce bout-là. C'est bon. Ben, j'apprécie beaucoup. Je pense que les municipalités aussi ont une connaissance fine de leur terroir énergétique. Souvent, elles peuvent participer à la discussion, mais je comprends ce rôle d'expert que vous expliquez très bien. D'ailleurs, merci de votre réponse. Daniel, est-ce que tu veux compléter? En fait, je pense que le mot-clé à ta question, c'est le mot partenariat. Le partenariat, ça se développe avec au moins deux parties. Ça ne peut pas être une partie qui impose sa vision à l'autre. On se jase, on se parle, on trouve une voie de passage. Comment on peut travailler ensemble, en partenariat, producteurs privés et municipalités? On en parle depuis 40-45 minutes, mais je ne me répéterai pas. Il y a peut-être d'autres éléments sur lesquels on peut travailler. Par exemple, si on est dans le solaire ou si on est dans l'éolien, il y a un enjeu qui s'appelle le stockage d'énergie. Avec des barrages hydroélectriques, le stockage se fait derrière le barrage. C'est le niveau d'eau qui agit comme batterie, si on veut, ou comme une capacité de stockage. Vous savez ça bien mieux que moi. Mais en éolien puis en solaire, une des problématiques, c'est le stockage. Mais pour développer des espaces de stockage, je reviens à la notion de connaissance fine du territoire, acceptabilité sociale. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où sur un territoire. Il faut agir en respect de ce qui se passe sur le territoire. Mais ça, c'est un autre élément qu'on est capable de travailler. Je l'ai glissé un petit mot tantôt en sobriété énergétique, là où on peut aussi être des partenaires. On veut électrifier nos flottes de véhicules municipaux. Ça prend du stockage. On veut améliorer l'efficacité énergétique de nos très nombreux bâtiments municipaux qui sont parfois énergivores, du style des arénas, des piscines, etc. C'est pas mal tout municipal, ces patentes-là, mais ces patentes-là, ça prend pas mal de jus, ça prend pas mal d'électricité. Mais si on est plus efficace là-dessus, et si on développe des partenariats pour se rendre plus efficace, pour gérer les périodes de pointe, etc., on est capable de le faire en partenariat public-privé. Bien, nous, on lève la main en disant on est willing, on embarque là-dedans. Mais on peut-tu le travailler ensemble? On n'a pas toute l'expertise. On connaît nos bâtisses. On sait combien ça consomme. Mais on est-tu capable de tout développer tout seul? Bien non. Ça prend des partenaires privés. Mais il faut qu'ils soient gagnants pour tout le monde. Puis, je suis convaincu qu'on va réussir, mais aujourd'hui, je profite de la tribune pour qu'on se tende la main, toute la gang ensemble. On a plein de producteurs privés dans la salle. On est le milieu municipal. Bon, on est-tu capable de mieux travailler ensemble pour donner des meilleurs résultats? L'invitation est lancée, disons. Non, c'est très bien entendu. D'ailleurs, j'entendais le maire de Varennes parler un peu dans le sens que vous indiquez, là, de donner de la capacité au Québec à travers les bâtiments. Ce qui m'amène à ma prochaine question qui est vraiment en ligne avec ça, je te dirais, Daniel, parce que on fait souvent référence à l'immensité du territoire québécois, mais la production énergétique a la tendance d'une façon ou d'une autre, pas toutes les productions, mais une certaine partie, à se rapprocher des milieux. Plusieurs de ces développements-là sont de plus en plus réalisés près des communautés. Comment vous voyez ça, là, cette réconciliation entre développement énergétique et aménagement du territoire? Peut-être que je commencerai par vous, si vous êtes d'accord, M. Demers, parce que je crois que M. Côté a comme donné des premiers éléments. Bien, moi, de ce côté-là, je vois une opportunité. Parce qu'il y a plein d'endroits présentement qu'Hydro-Québec, présentement, manque de courant. On veut avoir des nouvelles entreprises dans la région chez nous. La problématique, c'est les lignes électriques. Ils n'ont pas le volume. On va devoir mettre des nouvelles lignes. Quand on arrive avec ces nouvelles lignes-là, est-ce que c'est pensé pour l'éolien?
Est-ce que c'est pensé pour les autres sources d'énergie qui doivent être transportées? Tant qu'à travailler le territoire, quand on parle d'aménagement du territoire, pour moi, ça en fait partie. Parce que c'est beau d'en produire, il faut être capable de le rendre. Et il faut l'amener à la bonne place puis qui coûte le moins cher possible. Le petit bout que j'ai compris là-dedans. Fait que ces éléments-là, ben, je pense qu'on est capable de les additionner, puis on est capable de voir de quelle façon qu'on le fait, mais il y a une opportunité à bien des endroits. Je suis ici aujourd'hui, mais il y a 2 semaines, j'étais avec le groupe d'Hydro-Québec en train de regarder des lignes Montérégie, Estrie, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on les place, les volumes qu'on a de besoin. Pas sûr qu'il y en a un qui a posé la question, l'éolien est où là-dedans? Les autres énergies sont où? De quelle façon? Est-ce que ce qu'on est en train de penser comme ligne-là va leur convenir? Je pense qu'il manque du monde dans l'équation. Oui, ou des discussions de. Mais si on met des parcs solaires, peut-être qu'on n'a même pas besoin de construire la ligne aussi. Là, ça, bien, au moins que les questions soient posées pour le comprendre, puis c'est où qu'on s'en va avec ça, ce qui est clair. Il en manque, puis ils font des changements. C'est des investissements énormes. Puis quand on parle d'acceptabilité sociale, bien, il y a peut-être quelque chose à faire là. Eux autres aussi, ils ont des parcs qui ont des endroits. Puis regardez tous les trajets, qu'est-ce que ça a l'air dans le paysage, comment que c'est dur dans certaines régions rentrer avec ça. Des fois, là, la différence entre une ligne qui a des centaines, des milliers de kilomètres rapport à une éolienne ou un parc éolien, on peut parler de paysage, mais on peut aussi comparer les besoins. Peut-être qu'on vient d'éviter bien des kilomètres en ayant un parc quelque part aussi. Toutes des choses qui, selon moi, devraient rentrer dans la discussion. Une discussion fort intéressante, là, des sujets qui sont touchés en ce moment là, par le ministre même ce matin. Hein, la nécessité d'étendre notre réseau de distribution, de transport, qu'on va investir massivement, puis qu'il va falloir faire un effort de co-création presque entre les différentes parties prenantes de la discussion énergétique. Là, je pense que votre commentaire s'inscrit en droite ligne avec ce que M. Fitzgibbon a dit ce matin. Très intéressant. Daniel, est-ce que tu veux compléter ta réponse? Ben, en fait, l'essentiel est là. Puis comme tu le disais, le ministre Fitzgibbon, ce matin, a ouvert la voie à étudier la question des lignes de transport. Parce que inévitablement, la production énergétique va devenir de plus en plus vers le sud, vers les lieux de consommation. Tel était le préambule de ton intervention. Donc, les lignes de transport, on le sait, dans certains cas, sont saturées. Ça fait des années que dans l'est du Québec, on se fait dire qu'un goulot d'étranglement d'énergie à Rivière-du-Loup. Donc, tout ce qui est à l'est, on produit plus d'électricité à l'est de Rivière-du-Loup et on doit la transférer vers l'ouest, mais la ligne devient saturée. Ça fait des années qu'on se dit puis qu'on demande des études sur peut-on la désaturer, cette ligne-là? Ben oui, le ministre a répondu présent, dit on va le réétudier, la question des réseaux de transport. La question de l'éolien, entre autres, là, on marche par gisement. Ça prend du vent. Ça prend du vent stable, ça prend du bon vent. Vous le savez aussi bien que moi, encore mieux que moi. Le corridor Saint-Laurent est parfait pour ça. Mais là, on a une capacité de transport qui est limitée. Donc, si on veut être capable de faire d'une pierre plusieurs coups, on doit revoir tout ça. Mais je salue l'ouverture du ministre. Honnêtement, c'est un discours qu'on n'avait pas entendu depuis un certain temps du côté politique, gouvernemental. Et là, le discours est arrivé. Bien, tant mieux, Colin. Tant mieux, on va être capable d'aller de l'avant, on va être capable d'en produire davantage, plus proche des sources de consommation. Puis l'énergie qui est produite plus proche, bien, je pense qu'on perd moins d'énergie sur le transport, on perd moins. En fait, on économise aussi au niveau du transport. Il y a peut-être une pierre à plusieurs coups, à condition, je reviens au départ, de respecter l'acceptabilité sociale des communautés. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à vivre avec ça dans sa cour. On doit faire attention aux usages existants sur le territoire. On doit faire attention à notre monde, mais on est capable de le faire si on le fait comme du monde, puis si on s'y prend en amont. Encore une fois, les mêmes mots-clés, amont, acceptabilité sociale. Vous allez être tanné de m'entendre radoter ça, mais il faut le rentrer dans notre tête, puis il faut être sûr que c'est tout le temps ça qu'on a comme prémisse de base à toute forme de projet de développement énergétique au Québec. Dans l'avenir, on est rendu là comme société. Bien, c'est des réponses extrêmement complètes, puis je tiens à vous remercier tous les deux. Il nous reste un petit 5 minutes. Peut-être on peut prendre une question du public. Donc, il y a des micros aux mêmes endroits que d'habitude, des deux côtés de la salle. Il nous reste 6 minutes, donc une ou deux questions. Là, je vous invite à aller au micro. Puis ensuite, nous allons libérer ces messieurs qui, comme vous savez, ont des vies très occupées. Puis peut-être qu'il y a des gens là-dedans qui auraient des réponses. Ben oui, ben oui. Hein? Il y a bien des questions que j'ai posées, puis j'aimerais ça entendre moi aussi les réponses. Alors, Viviane, présidente du comité du conseil d'administration de l'ACPER, présente-toi avant de poser ta question, s'il te plaît. Bon, OK. Je pense pas que j'ai besoin de me représenter. Ça fait 10 fois qu'on me présente depuis 2 jours. Alors,
Je voulais revenir là-dessus, mais là, M. Côté, vous venez de finir votre intervention encore avec ça. Je pense qu'il y a 2 éléments, puis ça fait 17 ans que je suis là-dedans, puis j'ai fait plein de projets en partenariat. Fait qu'il ne faut pas du tout prendre ma question comme étant une opposition ou d'être réfractaire là, face au partenariat avec les communautés autochtones et municipalisées. Mais souvent, il y a une vision différente quand même là, dans le milieu public et dans les entreprises privées qui ont l'expertise de c'est quand le bon moment en amont pour rencontrer tout le monde, puis demander aux municipalités de nous dire tout ce qu'ils connaissent, alors que nous, on est encore en train d'explorer. Et la même question arrive avec l'acceptabilité sociale, parce qu'on se retrouve souvent dans une situation où ce que le milieu nous demande de faire, ça ne s'arrime pas avec nous où on est rendu dans notre développement. Il y a une incompréhension parfois, puis ça peut amener à des défauts, en fait. Si on fait un événement public trop tôt, les gens auront plus de questions en sortant qu'ils auront de réponses parce qu'on n'est pas là. Donc, comment vous voyez cet arrimage-là entre les besoins du développeur privé et les demandes du milieu municipalisé ou du milieu autochtone? On y va? En fait, je dirais, reprenons avec le mot-clé amont. Il faut être le plus en amont que possible. Les élus municipaux, on est sous serment, là. On est tenu de respecter, on a un devoir de confidentialité de certains éléments, là. Tout ne se passe pas en séance publique d'un conseil municipal, là. Il y a bien des jasettes qu'on a en coulisses, puis on est sous serment, puis on peut garder des trucs bien confidentiels. Mais au moins, si on peut être capable de vous aiguiller dès le départ. Il ne faut pas que vous faites de recherches inutiles sur un bout de territoire où on le sait que l'acceptabilité sociale ne sera pas au rendez-vous. Vous allez gagner du temps, de l'énergie, vous allez sauver de l'énergie. Et d'un autre côté, nous, on va être au courant, puis on va être capable de vous aligner ou de vous aider à vous aligner. Je reviens à cette notion-là. Faisons-nous confiance, mais travaillons le plus possible en amont. Je pense que j'aime bien la réponse. Je pense qu'on est obligé de tourner autour de ça. Dans le fond, moi, le premier, je serais intéressé à entendre ces entreprises-là. Depuis, tu sais, ce que je dis, il faut comprendre leurs besoins. Ces gens-là veulent avancer, ils ont des choses, bien, on va commencer par les écouter. Puis après ça, probablement qu'on va être capable de trouver des pistes ou au moins allumer les éléments qu'on pense qui pourraient accrocher. Étant donné qu'on connaît nos gens, qu'on connaît le territoire, on sait qu'il y a des territoires que ça va être plus difficile sur certains éléments, mais on peut les travailler avant, au moins aviser les personnes qui travaillent sur ces dossiers-là. Merci. À toi, Luc. Je vois qu'il y a aussi une... Oh, il y a Luc. Mais attends, Luc, il y a Mathieu qui était là avant. 2 secondes. Bonjour, messieurs. Mathieu Laneuville, PDG de Réseau Environnement. Hier, on avait le maire Bruno Marchand qui était venu ici puis qui me parlait, un des enjeux que vous avez parlé, c'est la biométhanisation actuellement. Puis je sais qu'il y a des membres, autant de Réseau Environnement que de l'ACPER en ce moment, la filiale de la biomètre vit des difficultés actuellement en lien avec les PFAS, un contaminant qu'on a vu à l'émission Enquête, aussi à la Semaine verte. On sait qu'il y a d'autres reportages qui s'en viennent. Puis on travaille de concert avec le ministère de l'Environnement et beaucoup de nos membres pour pouvoir rassurer la filiale. On sait que les agriculteurs ont des inquiétudes. Certaines municipalités aussi, on a pu voir qu'il y a des moratoires. On a même 2 autres qui sont arrivés là, ce matin à nos connaissances. Est-ce que vous voyez que vous pourriez travailler avec nous pour qu'on puisse sensibiliser puis ramener la filière aussi à l'importance de l'économie verte, cette économie circulaire-là? Puis oui, il y a des enjeux qu'on peut régler puis qu'on va travailler ensemble, mais actuellement, on sent beaucoup, d'une part de nos membres de l'ACPER et de Réseau aussi, une inquiétude face aux débouchés parce qu'on ne veut pas, évidemment, retourner à l'enfouissement avec ces matières-là. On veut continuer de les cultiver, là. Bien, effectivement, en fait, on est capable, oui, d'agir en sensibilisation, on est capable, encore une fois, d'agir en partenariat. Il y a des beaux exemples au Québec, des beaux exemples de succès. Bâtissons sur les succès. Je comprends qu'il peut y avoir des craintes, je comprends qu'il peut y avoir des enjeux d'acceptation, mais d'un autre côté, est-ce qu'on doit retourner totalement à l'enfouissement? Ben non. On commence à peine au Québec à faire du compost et tout ça. Peut-on continuer d'avancer puis tasser les écueils? Moi, je continue d'y croire, puis si on peut être partenaire, encore une fois, pour faciliter les voies de passage, on sera là. Merci. Excuse Mathieu, là, je pense dans ce dossier-là, on sait que c'est pas facile, puisque de part, quand on voit des municipalités demander des moratoires sur quelque chose qu'ils produisent eux-mêmes, c'est toujours particulier aussi. On veut bien, il y a un impact qui est énorme, il ne faut pas se cacher que, oui, de faire attention, oui, on découvre de plus en plus
Il y a énormément de choses que maintenant on se rend compte. Avant ça, on disait que tout est compostable. Il me semble que j'ai entendu ça très jeune, on peut tout composter. Il y en a que ça prend des millions d'années, mais tout est compostable. Là, on tente de nous dire, non, c'est plus vrai. Là. Il y a des produits qu'on ne peut plus... c'est impossible. On les produit, mais ils vont rester. Qu'est-ce qu'on en fait de ces produits-là? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait d'abord les détruire à source, autrement dit, pas les créer. Là, on commence à parler parce que là, il y a une possibilité. Sinon, si on dit qu'est-ce qu'on va en faire, quand on a rendu que nos terres agricoles, on ne peut plus les utiliser si on met ces produits-là, parce qu'on dit on pense que c'est pas bon pour l'humain, bien, c'est nos terres agricoles. De protéger là de quoi on va se nourrir, je pense que c'est la base, là, si on veut garder une humanité qui est un peu saine puis qui se tient. Mais ces produits-là, ça devrait être au gouvernement de regarder réellement. Mais on fait plein de tests. Je pense qu'il y a, au niveau de l'eau potable, sur le dossier Coventry, entre autres, là, les États-Unis qui descendent, je pense qu'ils vont en tester, je ne sais plus si c'est 6 ou 16. Il y en a 4000 cucs de ces produits-là qui sont déjà connus aujourd'hui. Ils s'en créent régulièrement. Ça fait qu'on aura beau faire une belle liste en disant qu'on tel produit, on ne les accepte pas, puis il ne faut pas qu'ils soient à l'intérieur. Il y en a d'autres qui vont être à l'intérieur. Il faudrait peut-être voir comment on ne les met pas à la base. Je pense que c'est, pour moi, la seule possibilité. Sinon, on va toujours courir après notre queue, là, puis essayer de faire mieux. Merci. Est-ce que vous êtes prêt à prendre la dernière question, vu que c'est Luc Leblanc? Bien, c'est sûr, Luc Leblanc. En fait, moi, je me sens dans une petite séance de conseil municipal, mais Luc a connu ça de l'époque où il était maire aussi. Fait que vas-y, mon Luc. Oui, merci, Daniel. C'était mieux de prendre ma question. Juste avant ma question, je voulais juste faire un petit bout de chemin sur la question à notre présidente, Lacpère, et à Viviane. Tout dépendant dans le siège où on est assis, souvent, donc les municipalités, les MRC, vous dites, bien, nous, on est gouvernement de proximité, gouvernement local. On veut être consultant en premier, puis je suis d'accord avec ça. Mais lorsqu'on va voir d'autres groupes, non, vous ne rencontrez pas les municipalités MRC avant, vous allez nous rencontrer nous autres. Là, on va voir l'autre groupe, là, vous allez nous rencontrer nous autres avant de voir l'autre groupe, puis l'autre municipalité. Fait que, il y a une première étape, je pense, gouvernement local. Après ça, bien, les autres, puis c'est pas parce qu'on ne veut pas les rencontrer, c'est comme Viviane a mentionné, le projet il est rendu à différentes étapes, puis il bouge, puis à un moment donné, c'est là qu'il faut aller rencontrer, je ne sais pas, un Club Lyon, mettons. Bon, on y rencontre le Club Lyon. Donc, ceci étant dit, on l'a vu cette semaine, on l'a vu aujourd'hui, hier, les Premières Nations sont de plus en plus présentes dans les projets de développement, que ce soit développement énergétique ou autre. J'aimerais savoir comment, en tant que MRC, municipalité, vous percevez l'implication comme investisseur dans les projets sur vos territoires, de la part des Premières Nations, comme partenaire avec vous ou pas. Les deux cas sont possibles. Ce qui est essentiel, c'est que 50 du communautaire soit là. C'est ça qu'on revendique d'abord. Après ça, je pense qu'il va y avoir du cas par cas. Est-ce que c'est avec eux? Est-ce que c'est plus de quel endroit ça va venir? Est-ce que l'argent va tout venir localement? Est-ce qu'on va se permettre que le communautaire puisse investir plus largement pourvu que les retombées initiales puissent rester locales? Je pense que ça va être là la clé de la solution. Il faut passer par ça. En effet. En fait, du côté des Premières Nations, les Premières Nations font aussi du développement énergétique communautaire. Donc, doivent être aussi impliqués dans le processus et doivent aussi, je présume, l'être en amont. Sur l'autre élément de ton intervention, Luc, et je me permets de te tutoyer même devant une salle bien remplie depuis le temps qu'on se connaît. L'autre élément, en fait, oui, il y a plusieurs personnes qui veulent être probablement impliquées et consultées, puis évidemment, vous allez me permettre de prêcher pour la paroisse municipale. La grosse nuance, peut-être, c'est que les municipalités sont un palier de gouvernement à part entière. On est le palier de gouvernement local. On n'est pas un club social, on n'est pas une association qui défend des intérêts particuliers. On est un palier de gouvernement. Et comme palier de gouvernement local, la moindre des choses, c'est de venir nous voir en premier. Puis j'enlève rien aux autres. J'adore toutes les associations, ils ont tous leurs intérêts et leurs enjeux. Il n'y a pas de problème. La grosse nuance fondamentale, c'est qu'on est un gouvernement. Donc, il faut le reconnaître d'abord. Puis ensuite, il faut venir nous voir en premier avant d'aller trop loin. Je te remercie, Luc.
Merci. Puis en passant, j'ai oublié de me présenter, Luc Leblanc, directeur développement Énergex Énergie renouvelable. Merci. Bien, merci pour cette belle intervention, Luc. Merci, messieurs. Merci, M. Demers. Merci, M. Côté, du temps que vous avez pris, qui était très généreux. Donc, c'est la fin du panel, mais moi, je dois introduire la personne qui va faire le mot de fin de ce panel, qui est M. Bruno Paradis, qui est vice-président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, préfet de la MRC de l'Amitié, c'est maire de la municipalité de Price. Donc, Bruno, viens nous rejoindre, on va te serrer la main, puis on va te laisser faire ton allocution. Bonjour, merci de m'avoir présenté. En fait, ça reste que ces mandats-là, c'est un peu un loisir. C'est quand j'ai besoin de me reposer, parce que dans ma vie de tous les jours, je suis père de 5 enfants, donc j'imagine qu'il y en a plusieurs qui vont me comprendre. Mesdames, Messieurs, en votre nom, je remercie Messieurs Jacques Demers de la FQM et Daniel Côté de l'EMQ. Merci également à notre modérateur, M. Gabriel Durani, qui a occupé visiblement une place centrale lors des échanges. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans ce qu'on a entendu, quelque chose qui est inspirant. Il se dégage de cette discussion une sorte de compréhension commune de la bonne manière de faire des projets d'énergie renouvelable. Et quand on dit compréhension commune, ça veut dire de ne pas faire partout pareil. En fait, c'est même le contraire. Nous, les municipalités et les communautés, il y a un adage, on dit souvent que le mur à mur, on a beaucoup de misère avec ça. Quand on dit compréhension commune, c'est que chaque projet est particulier, comme chaque municipalité est particulière. L'approche qui marche, c'est l'approche qui met les citoyens et les communautés au centre du processus. J'ajouterais qu'ici, il y a beaucoup d'expertise. Expertise financière, expertise en développement de projet, expertise légale, expertise en génie, etc. Mais les experts du territoire et des milieux, ce sont les communautés, ce sont surtout les gens qui les habitent. L'approche qui marche, c'est l'approche par laquelle les gens de la place ont le sentiment de décider ce qui va se passer dans leur coin de pays et qui va profiter à leur communauté. La compréhension commune, c'est ça, c'est cette règle-là qui devrait s'appliquer dès le départ. Ensuite, les partenaires viennent s'asseoir autour de la table et on commence à dessiner ensemble le projet qui sera le fruit de cette collaboration, que ce soit Club Lyon ou Chevet de Colomb, rendu là, qui sait. Non, blague à part, le gouvernement et Hydro-Québec devront être capables de mettre les exigences à la bonne place. Il faut que les projets servent au progrès de tout le Québec, mais que chacun d'entre eux soit tricoté sur mesure pour que les gens soient bien. On a une expertise immense en énergie renouvelable ici et elle se développe rapidement. On a un territoire qui présente une variété formidable de gisements, molécules et sources d'énergie renouvelable. Et on est capable de réunir les capitaux pour investir ce qu'il faudra. Ce sont des atouts extraordinaires. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est le respect qu'on peut voir les uns pour les autres. C'est ça, l'ingrédient qui permet de réunir les atouts dans une vision d'avenir. Avant de vous remercier, j'inviterai M. Daniel Giguère, directeur des relations gouvernementales chez Énergex, à venir me rejoindre pour la suite de la programmation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que de chemin parcouru depuis une trentaine d'années, depuis que l'AQPR a été mise en place. En fait, Énergex Énergie renouvelable est très fier d'avoir fait partie des membres fondateurs de l'association. Et on se rend compte aujourd'hui que des voix ensoleillées sont à notre portée. Donc, aujourd'hui, au nom d'Énergex, j'ai le plaisir de vous inviter à des voix sucrées dans le foyer, à l'entrée ici du Château Frontenac. Et ça nous fait extrêmement plaisir de commanditer la pause réseautage. Et encore une fois, merci beaucoup, messieurs Côté et Demers. Je peux témoigner que dans les rencontres dans lesquelles j'accompagne mes collègues actuellement un peu partout au Québec, la FQM et l'UMQ sont très bien perçus. Votre support est très apprécié dans plusieurs municipalités et MRC, et on ne peut que s'en réjouir. Mais effectivement, nous, Énergex, on est très fiers d'avoir été la première entreprise à développer avec la MRC de Rivière-du-Loup un parc éolien communautaire en 2013 qui est toujours en opération. Et ce n'est qu'un début, il faut continuer tout le monde ensemble. Bravo et bon appétit!